Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Moto & Co. Il fait bon, on fait de la moto avec Maya Camus. Salut Mehdi. Ça va Maya, avec Jérémy Durand. Salut. Avec nos invités, on commence par Didier Renoux, Salut. chargé de communication à la FFMC. Puisque cette semaine, on parle encore de défense des motards, mais du point de vue des usagers. On aura également François-Marie Dumas dans la deuxième partie, lorsqu'on va aborder le schéma classique avec cette belle machine juste derrière moi. Mais pour le moment, on commence avec le petit coup de gueule de Maya. Oui. C'est parti. Maya, t'aimes la couleur, mais Oui, j'adore la couleur. T'es pas contente Les cette couleurs. semaine? Non, je suis pas contente du tout. Bon, c'est un petit coup de gueule un petit peu léger, on va dire, quand même, cette semaine. Je suis terriblement déçue par Yamaha, qui nous sort un T-Max 20e anniversaire, qui n'est pas jaune, tout simplement, comme le premier l'avait été en 2001. J'aurais voulu voir un beau T-Max 20e anniversaire, jaune pétanque, jaune canari, jaune ce que tu veux, mais jaune. Or là, on en a un qui est couleur il l'appelle Tech Graphite, avec quelques petits éclats de jaune. Allez, il y en a un petit peu sur la selle. Ouais, un jaune doré, bon... Mais voilà, quoi. Enfin, c'est pas tristoun, c'est pas printemps, quoi. C'est pas printemps du tout, ça je te le confirme. Ouais, mais peut-être qu'ils veulent en vendre. Ils en vendront que 560, puisque 560, voilà, c'est une série limitée qui ne sera disponible à la commande et uniquement à la commande qu'à partir du 31 mars, et on n'a pas le tarif, sachant que la version de base est à 11 999 et le Tech Max à 13 799. Bon, on peut s'attendre à une petite inflation qui peut-être 15 000 ou pas? C'est tout carbone. 15 000 pour un T-Max. Il y a T-Max? du carbone, oui, parce qu'il y a des éléments en carbone sur le garde-boue, le boomerang, et alors un carbone qui fait un peu façon camouflage avec des traitements de surface un petit peu différents. C'est particulier, mais toujours est-il que ça n'est pas jaune. Et je suis terriblement déçue. Et François-Marie l'est aussi, il vous le dira tout à l'heure. Oui, parce que François-Marie a participé à la conception. À la conception du T-Max, il y a de cela quelques années. J'aime bien tes coups de gueule. C'était cool. Hein, c'est mignon. C'était sympa, ouais. Donc plus de couleur jaune, en fait, c'est ça. Du jaune. Ok, on enchaîne avec Jérémy pour la deuxième rubrique. Donc Jérémy, tu nous présentes quoi cette semaine J'ai comme reçu un équipement? petit cadeau. J'ai reçu un petit cadeau cette semaine, juste hier. D'accord. Alors c'est pas un casque Naka tout carbone que tu nous as présenté la dernière fois. C'est un peu plus sobre. Ouais. C'est un Schubert M1 Pro. Voilà, reçu hier, et je voulais partager ça avec vous, tout simplement. Voilà. J'aime bien, il y a un peu d'orange. Il y a un peu de couleur au moins, c'est déjà ça. Mais Schubert fait pas mal de couleurs en ce moment. Hein. Il se lâche un petit peu sur les casques. Il a l'air énorme ce casque pour un jet. Ouais, il est un petit peu lourd. J'allais en parler justement parce qu'en fait, les couleurs, elles sont jolies. C'est un casque en fibre de verre. Donc voilà, c'est un procédé maison pour former la calotte. C'est une fibre soufflée et ensuite cuite à haute température. Comme les graineries en fait. C'est ça. Ça fait un peu Top Chef. Hein. En mode Top Je vais pas Chef, vous filer toute la recette. Mais donc du coup, ça donne un casque quand même un petit peu lourd, 1400 grammes, plus ou moins, selon la taille. Ceci dit, c'est vrai qu'il fait quand même une grosse tête. Hein. Il fait volumineux, mais bon, le poids, je pense que vous le savez, c'est aussi la répartition dans le casque et aussi l'aéro, la prise aéro qui fait qu'on ressent le poids du casque. Donc Schubert a quand même essayé de travailler un peu ça. Ouais. On le voit notamment, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, on a des petits ergots sur le bord de la visière là, qui est censé justement un petit peu rediriger les flux pour que ce soit un petit peu plus aéro. Ouais, plus stable, c'est ça, mais c'est un procédé qu'ils ont sur toute leur gamme, parce que moi je l'avais sur leur modulable, sur ces 4. Donc voilà, donc je l'ai reçu hier, je ne peux pas vous dire ce que ça donne en vrai, on va tester ça. Oui, d'ailleurs celui-là c'est le mien en fait. Ouais, tiens, ah oui, il est moins... elle n'est pas prête. Madame n'est pas prêteuse, donc je vais sortir le mien qui est aux couleurs Motor Live, voilà, comme ça, paf. Et avec cette couleur mat. Et non, le seul truc que j'ai pu tester au moins, c'est déjà les mousses. Ça a l'air vachement plus sympa que les autres Schubert que j'ai pu tester avant, notamment sur le E1, qui était très dur, et moi qui m'allais moyen. Là, ça a l'air vraiment plus confortable. Donc voilà. Ça reste un jet, mais on attend pas mal au niveau sécurité de cette marque-là, qui fait beaucoup de tests, qui vend beaucoup pour nos gendarmes, les pompiers, tout ça. Et il y a une autre particularité, moi, que je trouve sympa, c'est qu'il est préintégré, enfin l'intercom est préintégré avec les écouteurs, le micro, et voilà, il n'y a plus qu'un petit module derrière, voilà, à monter dedans et avec une roule ma poule. télécommande aussi que tu peux fixer à ton guidon. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Donc du coup, voilà, je vais tester ça et puis je vous en dirai des nouvelles. Ça coûte combien? Ah bah oui, j'ai oublié. Important quand même. 439. 439 quand euros. même. 439 euros C'est quand cher, même. quand même. C'est cher. Bon, mais c'est dans le haut de gamme, quoi. Il y en a d'autres qui va être plus cher même en jet. C'est ça, c'est prix conseillé. Peut-être Jet visière longue.
D'accord. Voilà. Ok. Merci Jérémy. Et on Sympa. passe, Tu m'en mettras 2 de côté. D'accord, il y en a 2, voilà. Bah, Voilà, ils sont là. Allez, on passe à notre gros dossier maintenant. Donc, la défense de la moto avec la FFMC, la Fédération française des motards en colère, des motards citoyens. On est citoyen, mais on est en colère quand on nous embête, forcément. En colère contre quoi? En colère contre les restrictions, en colère contre ce qui nous empêche d'exprimer en fait notre passion de la moto de façon normale, sociale, intégrée, etc. Donc quand on nous empêche de partager notre passion avec tout le monde, on est en colère. Ouais, puis il y a des motifs en ce moment, Maya. Oui, il y en a pas mal des motifs. Ben, on a vu qu'il y a eu des manifestations au sujet de la circulation interfile. Bon, ben là, on vous invite à regarder l'émission précédente, en fait, à ce sujet en particulier. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de sujets qui nous tracassent, notamment à Paris et en région parisienne, avec l'éventualité d'un stationnement payant à Paris. Tout à fait. Donc, je sais qu'il y a eu des assises du stationnement là, qui ont eu lieu en décembre, janvier. Notre maire, Madame Hidalgo, et son adjoint David Béliard sont d'accord, définitivement, pour faire payer les 2 roues. Maintenant, reste à savoir quand et à quel prix. Et où aussi, sachant qu'ils avant viennent de l'été. retirer 60 000 places pour les bagnoles, 70 000, ça va être c'est un le projet. 70 000, c'est ça? Ouais, c'est le Ouais. projet. En sachant que ce n'est pas que pour les bagnoles, puisque les 70 000 places, puisque Mme Hidalgo avait autorisé les motards à stationner dans les places voitures sans payer à l'époque, aujourd'hui, qu'est-ce que ça devient? C'est quand même des places de moins aussi pour nous. Alors là, quels sont les moyens d'action de la FFMC à ce sujet? Là, c'est toujours la manifestation parce qu'en face de nous, on a présenté une pétition à David Béliard. Donc, c'est l'antenne de Paris Petite Couronne qui s'occupe de ça puisque c'est un sujet local. Donc, ça n'est pas un sujet national puisque, comme vous le savez, le stationnement payant n'est pas généralisé à l'ensemble du territoire. Encore. Et donc, localement, effectivement, c'est la participation aux assises du stationnement, la participation au débat, la discussion avec David Béliard en particulier, parce que c'est lui qui est en charge de ce dossier-là. Mais on est un petit peu face à un mur où on nous dit que le stationnement payant est inéluctable pour des raisons pseudo-égalitaires entre la voiture et la moto, qui n'existent pas sur le terrain, puisqu'il n'y a pas d'égalité entre la voiture et la moto, factuellement. Bien sûr. Que la moto facilite la vie des automobilistes. On favorise effectivement une meilleure circulation, donc on a quand même une action qui est une action sociale, et on ne comprend pas qu'on puisse empêcher cette action ou contrarier cette action par du stationnement payant qui va juste dissuader les gens d'aller dans Paris. Aux grandes dames d'ailleurs de certains commerçants, je tiens à le dire. Et alors, comment ça se passe à Vincennes et Charenton, où le stationnement est payant pour les 2 roues depuis quelques années déjà? Ça se passe pas en fait, parce que ça n'a pas d'influence. Je vous laisse imaginer que quelqu'un qui ne respectait déjà pas un emplacement normal sur un trottoir et qui garait son 2 roues en travers du passage des gens, comme ça existe parfois, il va pas aller payer maintenant qu'il y a du stationnement payant. Donc ce prétexte-là ne vaut absolument rien, c'est juste du bon sens. Quelqu'un qui ne respecte pas la loi ne va pas aller mettre son 2 roues dans un stationnement payant parce qu'on lui dit que c'est ça qu'il faut faire. Donc ça ne change rien à l'incivisme. Voilà, mais est-ce qu'on voit que les parkings autour de ces 2 agglomérations sont saturés parce que du coup les 2 roues ne pas rentrent spécialement, plus. c'est pas très. On a l'impression en fait que les 2 roues évitent de stationner dans ces villes-là, tout simplement. Donc on va plutôt aller vers les villes limitrophes, donc Paris ou Saint-Mandé ou Montreuil, voilà. Mais de toute façon, ce qu'on voit, c'est que la mairie de Paris est non seulement contre les 2 roues, mais contre la circulation en général, puisque le fait d'enlever ces 70 000 places de parking en surface, c'est pour aller les mettre soit dans les parkings souterrains, mais surtout pour éviter qu'ils rentrent dans Paris, puisqu'ils veulent favoriser les mobilités douces et végétaliser les trottoirs. Moi, j'ai à côté de chez moi un espace réservé à la végétalisation. Je veux dire, c'est une friche, c'est complètement laissé à l'abandon, c'est moche, ça sert à rien. Donc, non, mais c'est vert, c'est écologique. On peut parler de la pierre tombale de la place de la République, par exemple, aussi, pour évoquer les espaces verts. Ouais, c'est vrai que pardon ça, pour c'est l'ironie, mais tu as cité un mot intéressant, une expression intéressante, c'est mobilité douce. Qu'est-ce que ça veut dire pour les autres? Ça veut dire que nous, avec nos mobilités motorisées, on est des durs, on est des méchants contre les gentils. C'est un petit peu ça, il y a une stigmatisation. C'est compliqué quand même, il y a une vraie stigmatisation, effectivement, avec laquelle, évidemment, on ne peut pas être d'accord, puisque nous, on prône le partage de l'espace public, et là, on n'est plus dans le partage de l'espace public, on est dans l'exclusion de ceux qui n'ont pas le choix de leur mobilité, mais qui sont obligés d'utiliser un véhicule individuel en dehors d'infrastructures, qu'elles soient de transport ou de parking périphérique, qui leur permettraient effectivement de ne pas rentrer dans la ville avec leur motorisé. Pourquoi
on peut imaginer qu'effectivement on interdise la ville aux motorisés s'il y a les infrastructures qui permettent le déplacement à l'intérieur de la ville et de laisser le véhicule qui est nécessaire pour parvenir à la ville en dehors. Aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est-à-dire que mettre la charrue avant les bœufs. Exactement. C'est complètement la charrue avant les bœufs. C'est exactement ça. On n'a pas mis en place les alternatives qui permettent effectivement de libérer la ville de ce trafic motorisé. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner une ville sanctuaire dans laquelle les commerces ne vont plus perdurer puisqu'ils ne pourront plus faire du chiffre d'affaires en l'absence de clients et on va avoir une ville musée. Oui, mais si c'est ce déjà que veut le cas Madame Hidalgo, au centre de Paris où les voitures, même des premiers secours, etc., ont du mal à passer. Quoi. Et le problème, en fait, il est majoritairement social, puisqu'on s'aperçoit que c'est les plus défavorisés qui vont être les plus touchés, puisque c'est ceux qui n'auront pas les moyens d'acheter des véhicules électriques, par exemple, puisqu'il paraît que c'est la panacée. Ils habitent trop loin en banlieue, donc le vélo leur est pas forcément accessible. Moi, je pratique le vélo au quotidien pour aller à mon bureau, parce que j'ai un trajet qui me le permet. C'est vachement bien. Je n'ai rien contre le vélo, c'est pas le problème. C'est juste que ça n'est pas adapté à tout le monde. Donc on ne peut pas imposer cette mobilité dite douce à tout un chacun. Il y a des gens qui ont besoin de transport en commun, ils n'ont pas la solution. Il y a des gens qui ont besoin d'un véhicule individuel. On va les assigner à résidence, tout simplement parce qu'ils n'auront plus le droit d'accéder à la ville. Ouais, c'est une sorte de volonté de la municipalité, en effet, d'écarter tout et d'avoir des beaux quartiers en centre. Ça fait des belles photos sur Instagram. Ça fait mais c'est ce qui se passe un peu dans toute l'Europe aujourd'hui, quoi. Et alors le problème, est-ce que ce serait pas d'agir un petit peu plus en amont justement de ça? Comment la FFMC peut mieux Ça fait des années qu'on travaille en amont de ces choses-là, puisque les zones d'action prioritaire pour l'air, donc les fameuses ZAPA, ça date maintenant d'une quinzaine d'années, ce projet, hein, donc c'est pas neuf. Aujourd'hui, les ZFE. Et aujourd'hui, voilà, ça a fait les ZCR, ça a fait les ZFE, les ZFE-M, donc toutes ces technologies en fait, qui permettent de mettre des étiquettes sur ce qui n'est en fait qu'une restriction à poser à la liberté et à la mobilité des gens. Donc ça, c'est un gros dossier local, hein, on va dire. Mais il y a un gros dossier national pour lequel est prévue une manifestation le 10 avril. C'est le contrôle technique. Le fameux serpent de mer qui revient sur le tapis. Ouais, c'est ça, normalement on ne devait pas y avoir le droit dès début 2022, non? Ça se passe comment? Alors il y a 3 étapes en fait dans le contrôle technique. Il y a une première étape contre laquelle la FFMC a gagné et a convaincu l'État de son inutilité, puisqu'on sait que d'un point de vue sécurité routière, qui était l'argument premier qu'on nous opposait, ça ne sert à rien. Mais attends, ça ne se passe pas à l'échelle européenne justement? Alors la première étape était française. Ensuite c'est venu effectivement à l'étape européenne. C'est ça qui nous concerne aujourd'hui, puisqu'on est sous le coup d'une directive 2014, décidée en 2014, qui prévoit une mise en place au 1er janvier 2022. Ou plus tard. C'est une directive. Ce qui veut dire que déjà, quand on voit le délai entre 2014 et 2022, ce simple fait un petit peu anormal dans les délais montre bien la difficulté de mettre en place cette chose-là. Pour autant, la France, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, avaient voté contre la mise en place du contrôle technique. Cette parole-là avait été portée par les représentants de l'État français, la Direction générale de l'énergie et du climat, qui dépend du ministère des Transports, qui lui-même dépend du ministère de l'écologie et du développement durable. Pardon, mais c'est ça, totalement. Ouais, tu peux boire un coup, tiens, moi aussi, je vais boire un coup. Merci. Et donc la DGEC, la responsable de la DGEC, qui est toujours d'ailleurs notre interlocuteur pour le contrôle technique, notre interlocuteur de l'État français, était la même personne qui, à l'époque, avait porté la parole de l'État français auprès du Parlement européen pour dire la France ne veut pas du contrôle technique. Donc, pour autant, l'effet de la démocratie a été que l'Europe a voté majoritairement pour le contrôle technique moto. Oui, sauf que c'est une directive. Et alors là, on revient. La différence entre directive et règlement. C'est ça. Une directive peut être refusée par les États membres alors qu'un règlement ne peut pas l'être. Et donc il est prévu effectivement que cette directive puisse être refusée si on fait la preuve que d'autres mesures ont été prises en faveur de la sécurité routière qui ont effectivement fait baisser l'accidentalité, ce qui est le cas en France, comme par hasard. Et ce que quelques États ont mis en valeur, comme la Finlande, l'Irlande, les Pays-Bas, voilà, qui ont refusé donc ce contrôle technique. En fait, aujourd'hui, il y a 19 pays en Europe qui ont un contrôle technique moto avec des modalités qui sont très différentes, qui vont du contrôle technique extrêmement détaillé à la simple inspection visuelle qui permet de dire les pneus sont en bon état, les plaquettes ont l'air bien, il n'y a pas de jeu dans la direction, tu vois, un truc assez simplifié. C'est ce qu'on fait quand on amène sa moto chez le concessionnaire pour la révision finalement. Ouais. C'est le petit check-up, quoi. Voilà. Et je vois venir la question de Maya. Dans ces pays-là, l'accidentalité n'a pas montré que le contrôle technique. Ça n'a pas montré d'infléchissement ni dans un sens ni dans l'autre. En gros,
On va être très simple, le contrôle technique, c'est une manière pour les opérateurs de contrôle technique de nous faire les poches. Voilà. Oui, d'ailleurs, simplissime, ça n'est que ça. Ça ne sert à rien. Ils sont partie prenante d'ailleurs dans la commission qui a amené justement la chose. Il y a du DECRA. Il y a une troisième étape qui vient d'avoir lieu et qui fait un petit peu la confusion sur ce serpent de mer du contrôle technique, c'est que les opérateurs de contrôle technique qui font partie d'une commission d'un consortium qui a présenté à la commission transport un rapport en faveur du contrôle technique. Donc, je vous laisse voir le côté jugé parti. Autant dire, c'est objectif. Si vous avez un vendeur d'aspirateurs, il va évidemment vous proposer d'acheter des aspirateurs pour enlever la poussière parce que c'est la meilleure solution possible. Donc, c'est normal. Donc, l'opérateur de contrôle technique recommande qu'il y ait un contrôle technique. Quoi de plus naturel, en somme. Donc, on est toujours dans le fait de nous faire les poches, sans aucune utilité autre qu'agrandir leur chiffre d'affaires s'ils le peuvent. Donc cette troisième étape, encore une fois, a consisté à présenter au Parlement européen un rapport majoritairement rédigé par DECRA, qui est issu d'une étude réalisée sur des cyclos, donc des 49.9, dans quelques provinces espagnoles, et qu'ils ont eu le toupet scientifique c'est excellent, ça. D'élargir à l'ensemble des catégories et à l'ensemble des pays européens. Qui peut le plus, peut le moins. Qui peut le moins, peut le plus. C'est ça, scientifiquement. Alors, il y a un truc qui s'appelle la récurrence, comme raisonnement, mais bon, je ne pense pas qu'il puisse être appliqué. C'est pas très très sérieux. Et donc là, cette dernière occurrence qui date de fin janvier au niveau européen, qu'est-ce qu'il va en advenir là? Est-ce qu'on va être mangé à la sauce-CT en 2022 ou 2023 ou pas du tout? Il va y avoir plusieurs étapes. Il va y avoir une première étape qui est de voter qu'on examine ou non ce rapport. Okay. Il peut très bien être mis carrément de côté et pas examiné du tout. Ça peut être voté comme ça. Et là, c'est terminé. Ensuite, si on décide à la Commission européenne, enfin au Parlement européen, que la Commission européenne va examiner ce rapport, elle va faire une étude coût-bénéfice, l'étude classique en fait des décisions politiques. Donc qu'est-ce que ça coûte et qu'est-ce qu'on en retire, coût-bénéfice. Et si ce rapport coût-bénéfice est favorable au contrôle technique, il y aura mise en place. S'il est défavorable, il n'y aura pas mise en place. Donc il y a encore 2 étapes possibles pour dire voilà. Et ces étapes-là, je vous le donne Émile, ça va donner 3, 4, 5 ans d'ici. On a encore un petit peu de temps pour contrer le lobbying des opérateurs de contrôle technique par notre lobbying, des usagers, vous avez reçu aussi les constructeurs. Oui. C'est ce que tu disais tout à l'heure, la FFMC, c'est un iceberg. Il y a aussi une grosse partie de travail en... Voilà. Et par rapport à la directive de 2014, il ne va rien se passer de plus. Enfin, on demande une clarification à la France quand même. Alors, la FFMC a effectivement demandé à la DISR une clarification. DISR, pardon, c'est la déléguée interministérielle à la sécurité routière, qui normalement, en tant qu'interministérielle, est notre interlocuteur. En l'occurrence, Marie Gauthier-Melleret, donc la déléguée interministérielle en question, nous a répondu qu'elle n'était pas compétente pour les questions de contrôle technique, qui dépendent exclusivement donc, de ce que je vous ai dit tout à l'heure, de la Direction générale de l'énergie et du climat, la DGEC, qui fait partie du ministère des Transports et qui est toujours avec la même personne en charge du contrôle technique depuis le début de l'histoire, et qui est donc cette même personne qui avait porté au Parlement européen le nom de la France. D'accord. Donc on est toujours face à ça. Non, pour la France, c'est toujours non. Et aujourd'hui, rien n'est prêt pour une mise en place au 1er janvier 2022. Donc, on n'a qu'une certitude, c'est que l'an prochain, il n'y a pas de contrôle technique moto en France. D'accord. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Affaire à suivre et qu'on suit très près. Voilà. Et moi, je voulais juste rajouter, c'est vrai que la mortalité baisse et qu'en plus, le parc roulant augmente chaque année. Et donc, forcément, normalement, les statistiques sont quand même en amélioration. Elles sont quand même et rappeler aussi que ce non au contrôle technique s'appuie sur aussi des études très détaillées et même mandatées par l'Europe sur l'incidence des problèmes techniques sur l'accidentalité et sur la mortalité, qui montre que c'est 0,3%. Selon le rapport MAIDS, qui est un rapport qui a été fait en 2003, qui a été revu. Je vous passe la traduction, mais c'était un rapport qui étudiait en profondeur les accidents et leurs causes. Ce rapport a trouvé 3 causes liées aux véhicules sur 921 accidents identifiés, ce qui veut dire qu'on est à 0,3%, et toutes les études qui sont faites vont dans ce sens-là. La cause technique n'est pas une cause moto. Pourquoi? Vous le savez puisque vous pratiquez la moto. Que vous soyez bricoleur, mécanicien, compétent ou pas, vous n'avez qu'une envie, c'est que votre moto vous emmène en sécurité là où vous voulez aller. Personnellement, moi, mon plaisir, c'est de rouler à moto. Je ne suis pas mécanicien du tout. Par contre, j'ai le souci de ma propre sécurité. Donc, je vais aller porter ma moto chez quelqu'un de compétent, que ce soit un copain, un concessionnaire, un atelier ou quoi que ce soit. Et je pense qu'on a tous conscience de cet énorme risque qu'on court à moto, puisqu'on n'a pas de carrosserie. Et comme on a conscience de ce risque, on n'a pas envie d'en rajouter avec une moto. Je ne suis pas d'accord parce qu'il y a quand même beaucoup de... Il y a eu un mouvement, par exemple, de préparation. Où on arrivait à des choses qui étaient un petit peu...
pas forcément super légal, avec des pneus crantés sur du bitume Ça, mouillé, il y en avec aura des toujours, pots qui mais, font du bruit. Ouais, enfin, Ils ouais. le font en toute connaissance de cause. Mais il faut pas. Ouais, il y a un peu de confondre ménage à faire la aussi chez légalité nous. et la sécurité. Oui, je suis d'accord avec toi. Bah, merci Didier d'être venu discuter avec nous de Ce ces fut un sujets plaisir. très Merci. intéressants. On se reverra puisque évidemment la lutte n'est pas finie. Et les usagers seront toujours là. C'est bien, c'est bien. Donc rendez-vous quand pour la prochaine très manif, bien. t'as dit Maya? Le 10 avril. Le 10 avril. Dans toute la France. Le 10 avril, Contre manifestation le contre le contrôle C'est important technique. d'être mobilisé. Pour montrer Absolument. qu'on est là, tout à fait. Maintenant, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus léger, notre rubrique classique. Alors, par un tour de magie absolument magnifique, on a transformé Didier Renoux en François-Marie Dumas. On est fort quand même. Enchanté. François-Marie, alors journaliste moto dans les années 70. Ensuite, tu es passé du côté de Yamaha au niveau européen, où là-dessus, tu étais à la base de projets Oui, comme... ils sont venus me dire qu'ils préféreraient que je critique les motos avant qu'ils les fassent plutôt qu'après. En fait, c'était ça, tu as été trop acerbe et du coup, tu es passé de l'autre côté. Tout à fait. Et on te doit, notamment, tu parlais du T-Max tout à l'heure, Maya, ce projet-là en particulier, mais il y a aussi la TDM, la Ténéré, voilà, plein de belles choses. Et aujourd'hui, la FJ. En fait, tout ça, je l'ai lu sur ton blog qui s'appelle motocollection.org. C'est ton activité aujourd'hui, tu peux peut-être nous la présenter? Aujourd'hui, je ne bosse. C'est un blog et une espèce d'encyclopédie où il y a 2000 fiches techniques. C'est la mémoire de la moto. Avec l'histoire de la moto, de la marque, etc. Entre autres de la bouillotte, comme on l'appelait à l'époque. De la bouillotte. Tu es bien placé pour nous en parler parce que tu nous as ramené un truc absolument exceptionnel. Je le montre devant moi, mais vous allez le voir en gros plan aussi. C'est le moto-revue de l'époque. C'est toi? C'est moi, mais... On parle du casque ou pas? Non, à l'époque, le casque, c'était pas obligatoire partout. déjà, oui. Mais surtout, C'est il génial. m'a fait une blague. C'était la première fois que je passais en couverture. J'étais tout jeune à Motorvue. Et il m'avait rajouté des pattes, une boucle d'oreille et une moustache. T'es passé en Faites canard. encore Bon. plus d'envie. D'accord. Et alors là, c'est du noir et blanc. Aujourd'hui, on l'a dans ce magnifique coloris bleu, mais à l'époque, c'était pas la couleur. Eh ben, Mais comment elle s'appelle cette le moto T-Max déjà légendaire était jaune et la Suzuki légendaire, elle était violine, enfin de l'eau dans le vin un peu. Violine claire. T'as raison, Donc mais on la l'a pas GT présenté. 750. GT 750, De on est dans la GT. 72. Tout à fait. On est sur le grand tourisme de l'époque. Alors, spécificité de cette machine. Ben, spécificité 3 cylindres à eau, avec un tempérament très grand tourisme, alors que tout le monde voulait une moto sportive, Vue de ce temps. qui n'a pas vraiment plu. Et ben, pour une GT, elle avait une transmission par chaîne, elle était lourde, etc. Et pour une sportive, ça allait pas. Et puis surtout, elle est sortie avec un frein à tambour 2 ans après la Honda qui avait un frein à disque. La Honda, c'est la four dont on parle. La 750 four. Alors donc, justement, à propos de four, ça en a été un beau. Four et bouillotte, on est reparti en cuisine. T'as vu la Pardon, transition, top. hein, Génial, j'adore. C'est bien. Et il y a Jacques Roca qui s'occupait des motos et entre autres du Parc Presse, qui a eu la très bonne idée d'habiller cette moto en faisant un cadre-coque, pas un cadre-coque, une coque selle réservoir, des roues en aluminium et Couleur jaune. en aluminium. Un guidon bracelet et la moto donc avait suffisamment de pourcentage pour pouvoir être importée en Espagne où les motos japonaises n'étaient pas autorisées. D'accord. Donc Suzuki France a importé un bon nombre de Suzuki en Espagne. Japoto a fait la même chose, ils Ouais. vendaient beaucoup en Espagne. Et ce qui est drôle, c'est que la première chose que faisaient les Espagnols, c'est de mettre à la benne tout l'équipement Roca et de remettre le réservoir d'origine à la salle d'origine parce que c'était interdit. Donc il fallait avoir ça. Donc, machine de tourisme, on est dans les 240 kilos à l'époque. Oh, 250. 250, d'accord, Mais- c'était 240 à sec. Ça me rappelle une autre caractéristique de Jacques Roca. Il avait la bonne habitude de préparer un peu trop toutes les motos pour la presse. Ouais. Et la Suzuki On en qui connaît m'avait encore aujourd'hui. préparé avait un guidon bracelet, il avait un peu tapé dans les réglages, etc. Ce qui fait que cette moto, qui normalement est très souple et très sobre, elle était plus souple du tout. D'accord. Et comme j'écris dans l'article, elle ne consommait que 11 litres au 100. Ouais, ça va, on n'était pas en crise pétrolière à l'époque, c'était pas quasiment, non? C'est pas- Mais On y était. son surnom, la bouillotte, c'est rapport à son refroidissement, parce que c'était quand même une belle perf technique à l'époque, le refroidissement liquide.
C'était sur une cette belle machine de perf série. technique. D'ailleurs, l'évolution de ce moteur, l'extrapolation de ce moteur en Formule 750 a fait des étincelles, ça battait tout. Mais dans sa version grand jourisme, Moyen. c'était moyen. Alors lui, Jérémy, il roule en GSXR des Ouais. années 90. GSXR. GSXR, est-ce qu'on trouve des bouts? Est-ce qu'il y a une, je sais pas, est-ce qu'il y a une filiation, une filiation à faire avec les moteurs qui vont suivre après? Même si on est sur un 3 pattes Non, ici. il n'y a pas une filiation, il y a une leçon qu'a apprise Suzuki. Ils se sont dit, les clients veulent des supersports sans compromis. Et la GSXR 750 en 84, 5, 4 ah bah oui, présentée en octobre 84, donc 85, c'était la première supersport vraiment sans compromis. Moi qui travaillais pour Yamaha à l'époque, on a fortement râlé parce qu'on s'est planté avec la première FZ 750 qui marchait remarquablement bien, etc., mais qui n'avait pas le peps d'une supersport avec son grand phare rectangulaire, etc. On a rectifié le tir l'année prochaine, l'année d'après, en mettant un double phare, et puis un peu après en introduisant le Delta Box en aluminium. Mais on a eu un retard à l'allumage. Tu voulais rajouter? Non, je suis moi, tout oui. Je voulais juste rebondir sur le fait que tu as dit que c'était un four commercial, parce que moi j'ai lu quelque part qu'ils en avaient quand même fait 70 000 exemplaires, et pour l'époque je trouve pas ça si mal finalement. Ah, j'ai des données qui sont un peu peut-être Faudrait comparer les chiffres. Ça n'a pas été un grand succès commercial. Peut-être pas en France, peut-être ailleurs, tu me diras. Oui, sans doute. Là, je dois dire que tu me plus à prends l'échelle dépourvu, j'ai mondiale, pas en les fait. chiffres dans la tête et Ouais. je sais pas. Mais cette version Grand Tourisme, d'accord. Ok, vous voulez finir sur... tu veux rajouter quelque chose, Jérémy? Non, je dis simplement c'était l'époque où Suzuki arrivait à être novateur. Un peu moins aujourd'hui, malheureusement. Quel est le message? Allez-y, là, mettez-nous quelque chose. Non, c'est pas vrai, on va essayer une Hayabusa dans pas très longtemps, et oui. ça c'est super novateur. Mais peut-être qu'ils auraient besoin des conseils de François-Marie. Non, François-Marie, il est bien avec ça. non, ça va, j'ai tourné avec la son page site, maintenant. Voilà, d'accord. Et puis ça- Mais sinon, Yamaha, il te demande encore des conseils, peut-être par rapport au T-Max hein. Disons qu'on a de bons rapports, mais je ne participe plus du tout à l'élaboration des nouveaux modèles. Il faut dire que Le modèle économique a beaucoup changé J'ai aussi. vécu une période miraculeuse pendant les 15 ans ou 20 ans où j'ai travaillé pour Yamaha. À l'époque, il y avait des études de marché qu'on faisait à la main en allant se promener dans les différents marchés. On allait discuter avec les importateurs, discuter avec des groupes de clients, et puis en quelque sorte, on proposait la moto de nos rêves. Tu avais une liberté de création Il y qui avait n'aura pas du une tout aujourd'hui. liberté de création absolument totale, et jusqu'au bout, parce qu'on faisait également construire des prototypes en Europe, et je sais pas, moi, quand j'étais en charge d'un prototype comme la TDM par exemple, ou la GTS, on faisait construire des prototypes chez Alain Chevalier. C'était Ouais, en fait, on arrivait à faire les choses plus rapidement. Maintenant, c'est vrai qu'on est peut-être dans un c'était process complètement indus, différent, mais le système de cette époque pourrait plus marcher aujourd'hui. Mais si, ils arrivent sur l'électrique, les scooters électriques. Non, c'est là que je reçois plein de mots et je reçois des lettres chez moi, en fait. Bah, en tout cas, merci François-Marie de nous avoir fait partager ce moment de culture. C'est toujours très intéressant. On va passer à la fin de cette émission avec notre dernière rubrique sur nos essais du mois. On reste un petit peu dans le grand tourisme, mais le grand tourisme 2021. Oh, mais il y a un petit peu de C'est tout, parti. hein. Il y a un petit peu de tout. C'est Maya qui nous présente. Maya au tableau. Alors c'est parti. Donc Maya au tableau. Oui, je suis donc la maîtresse. Ils sont mes élèves, hein, je vais spécifier. Donc à la technique, c'est Michel. Le light jockey, c'est Momo. On monte sur les tables, on lève les bras bien haut. Allez, c'est parti. Les essais du mois. Alors ça, c'était le défi, hein, le placement du Mia dans cette émission. Du Maya. Du Maya. Ouais, non, bon, laisse tomber. Allez, les essais du mois, c'est parti, tous nos essais du mois. Alors, Yamaha Tracer 9, BMW R1250 RT, Husqvarna Svartpilen 125, Indian Roadmaster Limited, Yamaha MT-09, Suzuki V-Strom 1050 A2, Moto Guzzi V7 850, Ducati Supersport 950S et Sim Maxime 400. Voilà tous nos essais du mois. Et alors, lesquels j'ai choisi, les enfants, lesquels j'ai choisi? J'ai choisi la BM, la petite croix, elle est là. J'ai choisi la Suzuki V-Strom, elle est là.
Et pour finir, la Guzzi V7 850. Pourquoi Pourquoi Eh bien, je vais te le dire tout de suite. On commence par la Suzuki V-Strom 1050 A2 parce que c'est notre bébé national, je ne dirais pas ce que signifie bébé, qui l'a fait, et d'autre part parce que c'est le seul maxi trail de plus de 1000 cm3 accessible en version 35 kW pour les novices. Alors avant on avait la KTM 1090, mais c'est fini. Donc pour ceux qui veulent une vraie grosse moto en A2, eh bien voilà, ce sera... Avec un portefeuille plutôt bien garni. Ben oui, quand même, puisqu'elle fait 12 999. Je dis bien sûr un gros moteur dans cette catégorie des maxi trail, parce que sinon vous avez toujours des gros moteurs chez Harley accessibles en A2. Julien a bien aimé, ça fait quand même un gros beau bébé à emporter, mais je vous conseille d'aller lire son essai en détail et voir la vidéo, parce que moi je passe à la suivante. Ça veut dire Mehdi, tais-toi. Mehdi, quand on prend la parole, on demande à la maîtresse. Madame. BMW 1250 RT, voilà, 2021, Euro 5, la baleine bleue. Et comme la baleine bleue, c'est une espèce en voie de disparition, n'est-ce pas ? Donc la grosse GT est en train de disparaître, avec par exemple la FJR 1300. En Ultimate Edition, qui ne résistera pas à Euro 5. Ce qu'on constate aussi, c'est que la GT tout court de moyenne cylindrée n'existe plus non plus. On a droit maintenant à des trails routiers ou à ce genre de choses. Je déplore un petit peu voilà, la déshérence du côté des sports GT de moyenne cylindrée, parce qu'on est quand même aussi un petit peu dans le sport, n'est-ce pas Mehdi ? Ouais, c'est assez dynamique, comparé à la l'Indian par exemple que j'avais essayé aussi, dans le même segment, qui est plus un vraiment peu plus posé, tourisme, plus custom, tourisme. Là on est sur du dynamique, on est peut-être en dessous d'une H2 SX. Qui pour elle est délirante quand même. Là, mais bon, voilà. Il en reste encore quelques-unes, mais c'est vrai qu'il en reste plus beaucoup. Ce qui est étonnant avec cette ERT, et je vous conseille d'aller peut-être juste par curiosité le voir en concession, c'est la dimension de l'instrumentation, parce que là, on a un ordinateur, c'est plus grand qu'un ordi. On n'a plus de cinéma, mais au moins on a un grand écran sur la douce ERT. C'est assez phénoménal. Le tarif aussi est phénoménal. 22 490 à partir de. À partir de. Alors, on termine par la Guzzi V7 850. C'est moi, maîtresse. Jérémy qui est allé l'essayer, et j'étais bien dépitée de ne pas pouvoir l'essayer. Je regrette et j'ai hâte vraiment de l'essayer, parce que Guzzi, c'est les motos rétro qui font un petit peu palpiter mon cœur, tu vois, par rapport à d'autres. Alors, il paraît qu'elle est un petit peu aseptisée par rapport à ce qu'on modernisée. connaissait. Mais encore une fois, c'est ce qu'on disait, c'est Moto Guzzi, ils subissent la norme Euro 5 plus qu'ils ne la désirent, donc ils sont obligés d'aseptiser un petit peu les moteurs et les sensations, mais ça reste une super moto quand même. Par rapport à la production actuelle, c'est toujours 90% de plus caractériel que n'importe quelle moto. On a toujours actuel. le petit coupe de renversement. Un petit peu, oui, il est toujours là quand même. Le petit à-coup du cardan. Oui, alors ça remonte un petit peu toujours. On a toujours le freinage assez léger, donc voilà, c'est une conduite un peu à l'ancienne toujours. C'est ça qui est plaisant. Bon, enfin, en tout cas, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Et ça me fait rebondir sur un dernier article de François-Marie sur son blog motocollection.org. Guzzi égale Honda. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Guzzi égale Honda ? Ce sont les deux seules marques qui ont essayé quasi toutes les configurations possibles de moteurs. Du V8 au monocylindre à compresseur, V-twin en travers ou en long, 4 cylindres en ligne et en long, 3 cylindres, Honda, 3 cylindres à compresseur. Guzzi. Les deux marques ont tout fait. Alors, il y a des petits manques dans chaque marque. Honda n'a pas fait de 3 cylindres en ligne, mais et Moto Guzzi n'a pas fait de 6 cylindres en ligne. Donc, dans l'ensemble, c'est les deux seules marques qui ont quasiment tout essayé. Bon, voilà, le petit point historique qui fait toujours du bien, qui mange pas de pain, comme dirait l'autre. Ce que je remarque aussi, c'est le très joli coloris dans la version Centenario pour les 100 ans de Moto Guzzi, qui rappelle le coloris de l'auto. Du 8 cylindres. Du 8 cylindres. Du 8 cylindres. Ouais, autocylindre. Ça va être sympa, ça, le 8 cylindres. Donc, vacances à Mandello pour le 100e anniversaire de Guzzi.
Voilà, vous aurez tous de toute façon 1 heure de retenue parce que c'est le prix à payer. D'accord. On va pouvoir réfléchir à nos prochains essais du mois. Réfléchissons aux prochains essais du mois. Tu qu'on vas partait rendre la sur- baleine bleue. Je vais rendre la baleine Tu vas bleue, on va prendre- partir sur de l'Hayabusa, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais il y a surtout pas mal d'essais chez Oula. BM le Ouais, mois prochain. Benoulet, Si tu rends la S1000R. baleine bleue, tu prends la. Ah, je prends la R18C. Voilà. C'est ça, la R18C. Pas mal de BM encore. S1000R, M1000R, Ducati Monster. Oh là, tu vas aller très vite, Oui, toi. oulala, oui, moi j'ai du boulot là. RR. M1000 RR. RR. Pardon. RR. Pardon, maîtresse. Toi, Maya, tu vas aller chez Harley. Moi, je vais aller chez Harley, essayer en particulier le Street Bob 114. Ça, c'est cool, le 114, que donne le Ben 114. oui. Et je pourrais même prendre peut-être un passager, mais maintenant, elle a un pauvre passager. Bah, c'est bien parce qu'on s'est lancé un peu dans les road trips. On va voir avec Clémentine si elle est OK ou pas. Sur le Street Bob, En tout cas, merci Maya pour cette présentation de tes essais Je t'en favoris prie, du Mehdi. mois. On va vous dire au mois prochain. À très bientôt. Merci À bientôt. de nous avoir suivis. Et puis, n'hésitez pas à liker, comme d'habitude, à apporter tous vos commentaires sur cette émission. Et puis, bye bye. Ciao. Salut. Soyez Prochain. prudents.